La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour amis téléspectateurs et merci de nous choisir encore en ce jour pour ce rendez-vous hebdomadaire, rencontre et échange, nouveau numéro. Nous allons une fois encore revisiter les faits marquants de ces dernières heures chez nous, bien sûr au Togo, en Afrique et peut-être dans le monde si nous avons le temps. Je reçois pour vous, pour débattre de ces faits de société de chez nous, monsieur David Ekwe Dossé. Vous êtes professeur d'université, vous êtes médecin de formation et de profession, vous êtes enseignant d'université, vous avez accepté d'échanger avec nous sur les faits de notre société en tant que citoyen appartenant justement à une organisation de société civile Togo Debout. Ma question d'introduction, on va vous connaître un tout petit peu, professeur, parce que vous avez plusieurs casquettes, hein. Vous êtes syndicaliste, vous êtes médecin, chirurgien, vous êtes aussi acteur de la société civile. Hein. Tout à fait. Oui. En tout cas, je voudrais d'abord commencer par vous dire merci de cette invitation. Merci également à ceux qui ont la patience et la gentillesse de nous suivre. Oui, comme vous l'avez dit, je suis médecin de formation. J'ai ensuite fait une spécialisation en chirurgie générale. Et j'exerce mon métier de chirurgien au CHU Sylvanus Olympio depuis un certain nombre d'années. Et j'ai aussi opté pour la carrière universitaire, ce qui fait que je suis professeur d'université, j'enseigne la chirurgie à la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé. Je suis aussi acteur de la société civile, premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Il y a également la coordination de Tournons la page Togo que je dirige et également les universités sociales du Togo. C'est ça. C'est pas beaucoup pour vous? Comment vous arrivez à joindre les deux bouts? C'est-à-dire que être fou au moulin et... entre votre blouse blanche et l'histoire dans la vie civile, avec votre engagement citoyen. C'est sûr que ce sont des activités qui sont très prenantes. Je ne peux pas le nier. Et ça nécessite une certaine dose d'organisation. Ça nécessite également une certaine dose de collaboration avec les collègues, les partenaires avec qui je travaille, aussi bien à l'hôpital ou ailleurs. Et si vous le permettez, je voudrais vraiment en profiter pour remercier tous ceux qui collaborent avec moi à la société civile, au CHU ou ailleurs, et qui permettent plus ou moins de tenir la barque. Voilà, donc oui, ça demande une certaine dose d'engagement. J'espère que cet engagement, je l'ai. J'espère que cette détermination aussi, je l'ai. C'est ça. Même si par moments, effectivement, on est un peu fatigué. Tout à fait. Vous êtes aussi présent sur les médias, comme chez moi, hein, ce matin. Oui. Vous êtes partout. Hein. Oui, chaque fois qu'on vous sollicite, merci pour cette disponibilité. Je crois que c'est normal lorsque on est dans un pays. Lorsqu'on se considère, entre guillemets, comme un intellectuel, il est quand même normal, par moment, de pouvoir exposer des faits, exposer une analyse et permettre peut-être aux citoyens de se faire une opinion suite à ce que moi je dirais. Voilà. Et ça ne vous attire pas trop d'ennui aussi, parfois? C'est sûr que par moment, il y a des grincements de dents autour de moi. Par moment, il y a des situations qui démontrent que cette voix dissonante que j'exprime peut ne pas plaire, mais il faut faire avec. On ne peut pas pour cette raison se taire et garder ses opinions pour soi, surtout quand on sait qu'il y a des choses qui se passent dans la société, dans le Togo où nous vivons, des choses qui ne sont pas normales, des choses qui ne sont pas correctes et des choses qui ne contribuent pas à créer cette cohésion nationale que nous voulons. Nous nous battons pour une vraie cohésion nationale, pour un Togo vraiment fraternel, quelle que soit son origine, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'on se sente togolais et vraiment en lien avec les autres Togolais des autres régions. Et quand il y a des situations qui tendent à instrumentaliser l'ethnie et autres, j'avoue que je ne me sens pas fier et je me sens obligé également d'apporter ma pierre à la contribution d'une nation beaucoup plus unie. Par votre formation, c'est ça qui vous donne cet engagement-là, de vous sentir comme citoyen de partout d'histoire, oui. Ma formation de médecin, le médecin n'a pas d'ethnie, n'a pas de limite. Ah, ça c'est clair. Oui, il est au service de l'humanité. Oui. Et ce que moi je retiens généralement de mon métier de médecin et de chirurgien, c'est que je pense, je ne suis peut-être pas très sûr, mais je pense que c'est un métier qui vous force à l'humilité. Parce que vous faites face à des situations diverses où, par exemple, vous avez des gens qui sont immensément riches,
Oui. Mais face à la maladie, face à la mort, vous vous rendez compte que finalement la richesse... On n'est rien. On n'est rien. C'est ça. On n'est rien. La richesse, finalement, c'est bien d'avoir suffisamment de moyens pour ne pas mourir de faim, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Mais il faut avoir cette humilité parce qu'au final, on n'est qu'un être humain. Et face à l'immensité de la vie et de l'existence, on est absolument rien. Voilà. C'est la leçon que vous tirez de votre pratique médicale de tous les jours? C'est ce que moi je retiens en tout cas de mon métier de médecin. Oui, c'est cela. Professeur, j'ai entendu plusieurs de vos confrères dire que vous êtes un enseignant à l'université de Rouen. Vous auriez pu rester ailleurs, dans l'Eldorado européen, comme vos confrères, pour chercher une aisance financière, que de choisir de venir travailler chez vous. Pourquoi cette option? Je crois que chacun a son choix de vie, chacun a son destin. Et dans la vie, il n'y a pas que l'aisance financière ou la sécurité financière. Je pense qu'il y a d'autres critères qui amènent chaque individu à faire ses choix. Et donc, oui, c'est vrai que lorsque j'ai fait mon stage de perfectionnement en chirurgie en France, il y avait des opportunités pour rester. Oui, bon, je dirais des opportunités pour rester. Oui. Mais en fin de compte, vous savez, la terre africaine, il y a quelque chose que je ne saurais définir. Mais la terre africaine, elle est tellement attrayante, tellement attirante. On aime l'Afrique ou on ne l'aime pas. Et je pense que moi, j'adore l'Afrique. J'aurais eu du mal à m'épanouir ailleurs. Je peux aller ailleurs quelques mois, peut-être, oui. Mais dire que je fais ma vie en dehors de la terre africaine, ce serait quelque chose d'assez difficile. J'adore le Togo, je suis né au Sénégal, j'y ai vécu pendant 20 ans, j'adore le Sénégal, j'aurais peut-être pu même m'épanouir ailleurs en Afrique, mais en général je crois que pour moi l'Afrique, il y a quelque chose d'indéfinissable qui me lie à l'Afrique et c'est peut-être ça qui explique le fait que j'ai décidé, après mon stage de perfectionnement, de revenir en Afrique et notamment au Togo. Et vous le faites avec fierté, avec honneur, dignité? Oui, oui, j'adore mon pays. Sans regret? Non, sans regret, je ne regrette pas. Oui. Non, du tout, du tout. Je sais que c'est difficile par moments, je sais qu'il y a eu des périodes, des hauts, des bas, des périodes où je me suis posé des questions, mais à chaque fois que je m'arrête et que je fais le bilan, je ne regrette pas, j'ai fait un choix, je dois l'assumer. C'est ça. Toute votre action syndicale aussi, puisque c'est vous coordonnez le syndicat des... J'ai été à la tête du SYNFOT, du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, pendant un certain nombre d'années, je crois pendant 7 ans. Ensuite, j'ai eu la chance vraiment de travailler, de collaborer au sein de ce syndicat avec des personnes remarquables comme le professeur Wala, Dr Tcholeyanou, Madame Alpha, Madame Adjama, Madame Sou, et des gens, bon, les autres je ne les cite pas, mais ils savent que je les porte tous dans mon cœur. Oui. Et c'est ce que je disais justement lorsque je parlais de cohésion nationale, que l'on soit du nord ou du sud, des gens que j'ai cités. Vraiment, je me rends compte que finalement, c'est des gens du Nord, d'origine diverse, des gens de Palimé, des gens d'un peu partout. Mais nous étions... Donc, entre vous, dans la profession, il n'y a pas de distinction? Il n'y a pas de distinction, on est des êtres humains. Vous savez, quand vous mettez quelqu'un sur la table, mais bien sûr, quand vous mettez quelqu'un sur une table opératoire, que vous faites une incision, vous êtes incapable de dire s'il est du Nord, s'il est du Sud, s'il est du Centre. C'est un être humain et ça s'arrête là. Et pour moi, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Et au sein du SYNFOT, j'ai toujours plaisir à me rappeler des moments où on était unis sans considération par rapport à l'ethnie. Et je crois que c'est ce qu'il faut pour ce pays. C'est ça. Puis après, votre engagement au sein de la société civile, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui, porte-parole de Front Togo Debout, Citoyen Togo Debout. Et en ces années-là, où il était question pour vous de militer, de lutter pour l'avènement de l'alternance politique au sommet de l'État. Tout à fait. Oui. Oui, en fait, j'ai d'abord commencé avec les universités sociales du Togo. C'était en 2016. En 2016, tout à fait. Tout à fait, vous vous souvenez. Et pour nous, c'était une expérience très intéressante. Ça avait commencé au centre communautaire de Baie, où nous avions invité les populations à venir échanger sur différentes thématiques. Et nous étions surpris de l'engouement que ça a suscité. Les gens sont venus. Généralement, lorsque vous organisez des rencontres de ce genre, une fois que les gens repartent à midi pour la pause, vous avez la moitié qui revient en fait. Tout le reste disparaît. Et là, nous étions surpris de voir l'après-midi encore autant d'engouement, le lendemain autant d'engouement. Et c'est là on s'est dit, mais les Togolais ont peut-être besoin de cet espace d'échange où ils viennent pour discuter, de débattre de tout. Et c'est comme ça que
on a décidé vraiment de poursuivre avec les universités sociales du Togo. C'est vrai que ces dernières années, on a organisé beaucoup moins de débats, beaucoup moins d'échanges. On est beaucoup plus focalisé sur la jeunesse, beaucoup plus focalisé sur le numérique. Mais il y a aussi une raison. Vous savez, nous sommes dans un pays où l'espace civique est de plus en plus restreint. Et en dépit du fait que nous sommes une organisation sérieuse, je peux le dire, en dépit du fait que nous sommes des responsables à la tête de cette organisation, de plus en plus nous avons du mal à prospérer sur le terrain parce qu'on nous oppose le fait que nous n'avons pas de récépissé. Le récépissé, nous n'allons pas nous le fabriquer. Nous avons fait la demande bien quand sûr, même. nous avons fait la demande, nous avons refait la demande à plusieurs reprises. Nous avons déposé un dossier en bonne et due forme, mais l'autorité qui délivre les récépissés, je ne sais pas pour quelle raison, ne nous a Donc jamais... ça veut dire que Togo Debout n'est pas encore reconnu officiellement? Ni Togo Debout. Togo Debout n'a pas introduit de demande. Togo Debout, et c'est pour une raison bien précise, Togo Debout, c'est une plateforme d'organisation qui sont régulièrement inscrits. Les universités sociales du Togo ont souhaité obtenir un récépissé et ont fait la démarche auprès de l'autorité administrative. Le dossier a été déposé, nous n'avons jamais eu de récépissé. Ces dernières années, nous avons eu, nous ne sommes pas les seuls, nous ne sommes pas les seuls bien sûr. Je cite une autre organisation, c'est SADD, qui est beaucoup plus ancienne que les universités sociales du Togo, qui existe je crois depuis près d'une vingtaine d'années, qui paie les impôts et autres, mais qui ne dispose toujours pas de récépissé. Nous avons sollicité, gagné un projet de l'Union européenne qui porte justement sur la liberté d'association et de réunion pacifique. Ce projet a du mal à prospérer sur le terrain parce qu'à chaque fois que nous voulons faire une activité pacifique, déclarée, les autorités nous opposent le fait que nous n'avons pas de récépissé. Nous, les universités sociales du Togo, et ainsi que SADD, et nous leur disons, oui, mais le récépissé, c'est vous qui le donnez. S'il y a une raison objective, exposez-la, dites-nous pourquoi vous ne nous donnez pas de récépissé. Mais vous nous dites que vous n'avez pas de récépissé, vous n'avez pas de récépissé. Ça fait des années, et à l'occasion justement de ce projet que nous avons gagné avec l'Union européenne, nous avons réintroduit une demande, mais jusque-là, nous n'avons toujours pas de récépissé. Oui. Et vous avez aussi été distingué par plusieurs prix. Oui, plusieurs prix. Bon, peut-être le plus intéressant pour moi, en ce qui concerne les droits de l'homme, c'est... ce que les Américains vous ont décerné. Voilà, le département d'État américain qui m'a fait l'honneur de me décerner un prix. C'est le prix de défenseur des droits humains 2022. Je n'étais pas le seul, je pense qu'on était une dizaine à travers différents pays d'Afrique, d'Asie et même des Amériques. Voilà, donc ça veut peut-être dire que ce qu'on essaie de faire ici sur la terre togolaise, finalement, voilà, exactement. Ça vous renforce dans votre ambition. C'est sûr que c'est motivant, ça renforce la conviction, ça renforce la détermination et ça pousse à aller de l'avant, c'est sûr. C'est ça. Rencontre ici un nouveau numéro, nous parlons des faits marquants de ces dernières heures. Mon invité, c'est le professeur David Ekoué-Dossé, il est chirurgien viscéral de formation et de profession. Membre actif de la société civile, c'est avec lui que nous ferons le tour d'horizon de ces questions. Alors, on va changer un peu de sujet pour parler d'autres choses, n'est-ce pas, des faits marquants. On se rappelle au début de la naissance de la nouvelle République, lorsque le test n'était pas encore connu de tous, vous étiez l'une des personnalités qui était au front. Je me rappelle bien des images de personnalités envoyées par le régime pour expliquer, n'est-ce pas, le contenu, en tout cas, les justificatifs de cette migration de la 4e en 5e République. Alors, comment ça s'est passé? Pratiquement, vous étiez seul face aux porteurs, aux défenseurs du test. Vous faites allusion au débat au débat citoyen, dit-on. Voilà, au débat citoyen qu'il y a eu à l'hôtel du 2 février, cela, oui, avec des représentants du pouvoir qui étaient venus pour essayer de justifier ce que j'appellerais l'injustifiable. Effectivement, en fait, pour moi, ce n'était pas prévu que ça se passe ainsi. J'avais été invité par des journalistes à venir assister à un panel de discussion où il y aurait des politiques, des scientifiques, des experts en droit. Et
j'avais à l'esprit que bon, j'allais être dans l'assistance, assister au panel de discussion, éventuellement poser quelques questions et repartir parce que j'avais une réunion à 11h. Et donc, lorsque je suis arrivé, la réunion n'avait pas commencé et c'est par la suite que les représentants du gouvernement sont entrés ensemble dans la salle et on m'a invité à m'installer pour le débat. Et donc, j'avoue que je me posais des questions, mais qu'est-ce qui est en train de se faire? Mais je me suis retrouvé finalement assis à cette table de discussion et ça a démarré. Donc, bon, voilà, les questions ont été posées. Moi, je suis citoyen, je me sens, en tant que citoyen, tenu d'insister pour que certains principes soient respectés, notamment les dispositions de la Constitution de 1992 que j'avais lues, et je n'admettais pas qu'on puisse, une fois encore, tripatouiller une Constitution au service d'une entité quelconque. Et donc, ce qui était en train de se faire, on a voulu nous faire croire que c'était fait dans l'intérêt du peuple togolais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans l'intérêt d'un peuple sans qu'il n'en soit informé, sans qu'on en discute avec lui, sans qu'il ne sache même quels sont les éléments contenus dans le document qui est soi-disant pris dans son intérêt. Et à chaque fois, nous avons le sentiment qu'au Togo, finalement, la Constitution est un document hyper fragile, un document qu'on peut se permettre de tripatouiller, de contorsionner dans tous les sens. Nous l'avions vu en 2005, et c'est ce que j'ai rappelé lors de ce débat, les articles qui avaient été modifiés facilement, allègrement, pour permettre tout simplement de justifier ou de légitimer un coup d'État, qui était un coup d'État évident en 2005. Et donc, je n'ai fait qu'exprimer l'opinion du citoyen que je suis. Bon, si ceux qui nous ont suivis ont considéré que ce débat a permis de ne pas accepter cette forfaiture qu'on voulait nous servir, tant mieux. Moi, c'était l'objectif. Donc, vous n'étiez pas convaincu en tout cas? Du tout, je ne l'étais pas, je ne le suis toujours pas, parce que quand on suit le processus qui a conduit jusqu'à la promulgation de cette nouvelle constitution, pour reprendre les termes d'un citoyen étranger, et qui est donc totalement objectif, qui n'a aucun lien ni avec l'opposition ni avec le pouvoir, mais un citoyen d'une certaine responsabilité. Il a utilisé 3 qualificatifs lorsqu'on était en discussion. Il nous a dit, mais ce qui s'est fait, c'est illégal, c'est non transparent, c'est non inclusif. Personnellement, j'ajoute ensuite que c'est illégitime, le 4e qualificatif, et j'ajoute aussi que c'est même illicite en prenant en considération un écrit d'un doctorant en droit du Togo qui s'appelle M. Moug, que je ne connaissais pas, que je ne connais même pas, je l'ai vu sur les réseaux sociaux une fois, c'est tout. Mais j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a fait au lendemain de l'adoption de cette nouvelle constitution, puisqu'en tant que juriste, en tant qu'homme de droit, il a replacé les choses dans leur contexte et il a parlé d'un terme que je ne connaissais pas, d'illicéité, pour dire que c'est illicite. C'est ça. Voilà, donc en définitive, je reste convaincu que cette nouvelle constitution, elle est illégale, elle est illégitime, elle s'est faite dans un process qui n'était pas du tout transparent. Jusqu'à la promulgation, personne ne savait ce qui était mentionné dans ce document. Et même après la promulgation, il semblerait qu'il y ait plusieurs versions. J'avoue que ça ne m'intéresse pas, donc je ne suis pas fatigué à lire. Et puis, ça n'a pas été inclusif. À un moment donné, pour donner le change, on a invité des chefs traditionnels. Et les chefs traditionnels ne sont pas le peuple togolais. Et c'est illicite. Donc, autant de qualificatifs pour dire que nous ne pouvons pas accepter construire une nation sur un socle aussi mauvais. Nous avons perdu des valeurs énormes, des valeurs de qualité, des valeurs de société, et lorsqu'on les perd et qu'on décide de construire sur du faux, quoi qu'il en soit, on n'y parviendra jamais. Et ainsi, le Togo ne peut pas se développer, le peuple togolais ne peut pas s'épanouir, et on aura certainement encore des images comme celles que nous avons vues sur un dépotoir, des citoyens togolais affamés en train de courir pour ramasser du riz avarié. Pour moi, ce n'est que le début. C'est ça. Ce n'est que le début. Oui. Mais alors, tu peux croire que
qu'on vous entend peu, hein, parce que nous sommes en transition. La marche justement vers l'établissement définitif de cette nouvelle République, hein, puisque tout doit finir dans les 12 mois du mois de mai dernier, où la loi a été promulguée, jusqu'à la mise en place des institutions, n'est-ce pas? Alors, n'avez pas vous l'impression que vous prêchez dans le désert? Tout d'abord, en fait, quand on observe même ceux qui sont à la manœuvre, on a l'impression qu'ils sont dans l'incohérence totale. Je me souviens d'un ministre qui avait voulu justifier cette forfaiture en disant que oui, pour 1992, nous n'avions pas pris le temps de nous interroger sur qui nous sommes, notre identité, d'où nous venons, où nous allons, etc., etc. Donc on aurait pu penser que pour 2024, justement, ceux qui sont à la manœuvre ont pris le temps de se poser des questions sur cette nouvelle constitution, la nécessité de mettre en place un régime parlementaire, qu'est-ce que ça veut dire, etc., avant la promulgation. Moi, j'ai été surpris de voir que c'est après avoir promulgué qu'on envoie une mission en Inde pour aller s'informer. C'est ce qui s'appelle mettre la charrue avant les bœufs. C'est inadmissible. Donc cette incohérence dans la manière d'imposer cette nouvelle constitution, couplée au fait que une période transitoire. Pourquoi une période transitoire? Moi, je reste convaincu que c'est parce que la pilule a du mal à passer, même si on donne l'impression... Les institutions de cette nouvelle République ne sont pas toutes mises en place, n'est-ce pas? Comme laquelle? Le Sénat? Le Sénat, par exemple. Oui, mais bon, on a toujours vécu sans Sénat, même si depuis on nous a annoncé qu'il devait y avoir un Sénat. Si nous étions autant prêts dans la réflexion, si on était tellement convaincus de la justesse de ce qu'on est en train de faire, moi je pense que la période de transition, elle n'était même pas nécessaire. Mais je reste convaincu qu'il y a des difficultés. Il y a des difficultés réelles dans la mise en œuvre au niveau national, mais aussi au niveau international. Parce que c'est vrai, on a l'impression qu'on ne nous entend pas, mais nous sommes dans plusieurs stratégies, notamment des stratégies de plaidoyer. Et lorsqu'on se retrouve à certains endroits et qu'on discute, on se rend compte que bon, le Togo a du mal quand même à faire passer sa pilule et sa nouvelle constitution. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Et c'est là où moi je continue à dire que c'est d'ailleurs ça qui doit davantage nous motiver. Il faut que le peuple togolais comprenne que ce n'est pas consommé. Certains ont pris la parole en disant bon, c'est fait, maintenant il faut se tourner vers autre chose. Non, du tout, ce n'est pas fait du tout. S'ils ont finalement décidé de mettre en place une période de transition, c'est que eux-mêmes se rendent compte des difficultés qu'il y a à déployer quelque chose d'aussi bancal. C'est totalement bancal. Et donc le peuple doit se lever. Le peuple togolais doit pouvoir recouvrer sa souveraineté qui a été volée dans cette histoire. Parce que des gens se sont enfermés au sein d'un parlement pour changer une constitution alors qu'aucune disposition de la Constitution ne leur donnait cette prérogative. Aucune. Même là, ils l'ont fait en étant en partance. Et même s'ils étaient en plein mandat, la Constitution ne leur donnait pas la prérogative, en plein mandat, en tant que député, de changer une Constitution. Donc, il y a eu une violation. Il y avait deux voies, a-t-on dit, n'est-ce pas, la voie référendaire et puis la voie, n'est-ce pas, parlementaire. Pas pour changer la Constitution. Pour changer la Constitution, on revient devant le peuple. Il peut y avoir quelques modifications d'articles, c'est vrai, pour lesquelles il faut un certain nombre de députés. Mais lorsqu'on veut changer la règle qui fondamentale, justement, qui régit la vie des citoyens, on ne s'enferme pas à 89 pour le faire. Par politesse et par respect pour les citoyens, on vient vers les citoyens, on leur montre le texte. Écoutez, nous pensons qu'il faut désormais un régime parlementaire pour notre pays. Voilà les motivations. Qu'est-ce que vous en pensez? On en discute, ils donnent leur point de vue, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et à la fin, on passe au vote. C'est comme ça que ça se fait dans un pays normal. Mais on ne s'enferme pas à 89 pour pondre un texte que personne ne connaît et qu'on cherche ensuite à imposer. À l'époque, oui, bon, à l'époque, oui. Lorsqu'on était dans le process, dans la procédure, un texte que personne ne connaît, pour venir dire, bon, voilà, nous avons fait le choix, vous qui êtes-vous? Vous n'êtes pas le bon Dieu. C'est ça. Vous n'êtes pas le bon Dieu, vous n'êtes que des citoyens qu'on a choisis, qu'on a mis à la tête d'un pays, et par respect pour ce peuple, on n'agit pas comme ça. C'est ça. Sauf que de plus en plus, il y a d'autres voix qui adhèrent à l'idée, n'est-ce pas? C'est vrai que
beaucoup d'intellectuels, de politiques étaient vent debout contre ce test, mais de plus en plus on constate que bon, il y a une sorte de ralliement. Vous le pensez aussi? Avez-vous ce sentiment aussi? Écoutez, moi j'ai vu des gens qui, avant d'être à un certain niveau ou à une certaine position, avaient des attitudes ou avaient produit des écrits qui étaient franchement d'une qualité et d'une valeur que vous ne pouvez pas imaginer. Je ne vais pas les citer, mais parmi ceux qui aujourd'hui cherchent à défendre le texte, avant d'être aux affaires, au moment où ils étaient encore des esprits libres, ils ont écrit par exemple que en Afrique, ils ont travaillé sur la Constitution, le constitutionnalisme en Afrique. Et ils ont écrit en disant que en Afrique, ce qu'il faut craindre, c'est cette manipulation de la Constitution. Et cette manipulation, généralement, elle est faite pour servir les intérêts du chef de l'État. Et ils ont ainsi indexé, malheureusement je n'ai pas le texte là pour vous lire des extraits, mais si vous prenez le document que M. Moog a produit, il a fait référence à ces différents écrits, et là vous vous rendez compte que lorsque des gens sont libres d'exprimer leur opinion, ils peuvent dire des choses excellentes. Mais ces mêmes personnes, lorsque vous les mettez dans un autre cadre, peuvent tenir des propos qui sont totalement contraires aux propos tenus initialement. Donc si vous me dites qu'il y a des gens qui aujourd'hui semblent épouser cette nouvelle constitution, je vous dirais que c'est les mêmes qui, quelques années auparavant, avaient tenu des propos qui démontrent que une constitution, malheureusement en Afrique, ça peut être particulièrement fragile, ça peut être manipulé, non pas pour servir un peuple, mais pour servir les intérêts d'un chef d'État. Et c'est cette situation que nous sommes en train de vivre au Togo. Au-delà de ça, bien sûr, vous avez d'autres personnes qui estiment que, bon, il ne sert pas à grand-chose de résister. Oui. C'est leur droit le plus absolu. Moi, je respecte leur opinion. Mais en même temps, je souhaite qu'on respecte mon opinion qui consiste à dire que moi, je ne peux pas accepter une forfaiture. Pardon. Je ne peux pas accepter une situation en disant, OK, pour mon pays, j'accepte que une nouvelle constitution née du mensonge, née de l'usurpation, née de la violation de textes, soit cette nouvelle loi fondamentale qui va permettre de régir la cité. Je ne peux pas accepter cela. Donc, où sont les valeurs finalement? Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Qu'est-ce qu'on laisse à nos descendants qui verront que, bon, on peut très bien, sur la base du mensonge, de la contre-vérité, de l'usurpation, etc., essayer de construire une société. C'est faux. Une vraie société ne se construit jamais sur des valeurs de ce genre, qui ne sont même pas des valeurs. Oui. Oui. Entre-temps, il y avait des intellectuels universitaires qui ont sorti une pétition. Est-ce que cet engouement est toujours le même Alors là, au sein de... vous allez être surpris positivement parce que effectivement, ces intellectuels se sont mis ensemble pour sortir une pétition. À l'instar de ce qui s'est passé un peu au Sénégal, là, quand il y avait des problèmes. Tout à fait, mais certains parmi eux ont décidé d'aller plus loin et travaillent sur une véritable alternative à cette situation que nous connaissons aujourd'hui. Ils ont mis en avant la nécessité de faire une vraie rupture avec ce que nous vivons aujourd'hui, parce que nous avons foulé aux pieds des valeurs de base d'une société. Et si nous voulons vraiment construire une nation, si nous voulons construire un État avec des institutions crédibles, il faut refaire les choses autrement. Ces universitaires se sont associés à d'autres personnes ressources au Togo et dans la diaspora. Et je pense que très bientôt, en fait, on pensait sortir, moi je suis aussi associé à eux, je pensais qu'on allait pouvoir régler l'affaire en l'espace de quelques semaines, mais finalement c'est une machine tellement lourde, c'est des choses tellement importantes qui y sont faites, et par moments, je le reconnais, il m'arrive avec la fatigue de ramer un peu pour les suivre, mais c'est pour dire que nous ne sommes pas les seuls dans la bataille. Beaucoup de gens
ne veulent pas du tout de cette nouvelle constitution qui a été prise dans des conditions inacceptables, et beaucoup de gens sont en train de travailler à une vraie proposition pour un autre Togo, en tout cas un Togo de rupture. C'est ça. En temps, vous misez encore sur la mobilisation du peuple pour faire changer les choses? Oui. C'est encore possible? Absolument, c'est possible. Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a cette lassitude qui s'empare, n'est-ce pas, de l'opinion publique, vu la marche effectuée jusqu'alors, et que le bout du tunnel n'y est toujours pas. En 2017 déjà, je me souviens que personne ne s'attendait à ce que ce peuple, fatigué, usé par tant de décennies de combats, puisse de nouveau se lever. Puisqu'on avait vu 2012 avec le CST, ça n'avait pas évolué, ça n'avait pas prospéré. On ne pensait pas qu'en 2017, on pouvait se retrouver dans un tel schéma de nouveau. Aujourd'hui, nous sommes conscients du fait qu'il y a une vraie situation de démobilisation. Nous en sommes très conscients. Et c'est pour ça que dès le départ, nous avons dit que cette lutte, elle va s'inscrire certainement dans la durée. Ce ne sera pas quelque chose qui va être réglé en l'espace de quelques semaines. Ce n'est pas parce qu'on aura fait 2 ou 3 meetings que voilà, on va se retrouver avec des dizaines de milliers de Togolais dans la rue. Tout à fait, nous en sommes conscients. Tout ce que nous voulons, c'est être en mesure de poursuivre sur notre lancée. Parce que il faut des ressources humaines pour pouvoir faire les meetings. Il faut aussi des ressources financières pour pouvoir faire les meetings. Et c'est ça notre grande crainte. Ne pas être en mesure, à un moment donné, de se déployer sur le terrain à Lomé, mais aussi à l'intérieur du pays. Parce que le Togo, ce n'est pas seulement Lomé. Il y a ce travail de terrain à faire, ce travail de proximité, à travers des conférences, à travers des rencontres, à travers des meetings. Et nous sommes convaincus que, en plus de ce travail que nous avons entamé, et cette convergence que nous continuons d'appeler de tous nos voeux, quand je parle de convergence, nous ne sommes pas, quand je dis nous, je parle là vraiment de la société civile, nous ne sommes pas la seule force engagée dans la résistance. Je sais qu'il y a aussi des partis politiques qui sont engagés dans cette résistance. Et il est important qu'à un moment donné, on puisse obtenir cette convergence et cette mutualisation des forces et des énergies. Et là, à partir de là, je suis convaincu que ce travail de fourmi que nous sommes en train de faire, ce travail de colibri, ce travail finira par porter des fruits. Professeur David de merci pour votre disponibilité, pour ces explications que vous nous donnez. L'actualité, c'est cet incident, je ne sais pas s'il faut l'appeler incident, qui s'est produit, je crois, le 29 septembre dernier, avec ce député, ce parlementaire de la CEDEAO, en mission justement pour le compte de notre pays, qui a été agressé. Vous étiez, n'est-ce pas, sur le terrain, parce qu'il y a beaucoup de versions sur les réseaux sociaux. Que s'est-il passé exactement d'abord? Vous avez parlé d'incident, moi je parlerai de tragédie, de scandale national, de honte nationale, parce que des individus envoyés certainement ont eu l'outrecuidance de poser des actes qui font honte à la nation togolaise. Certains ont peut-être pensé que c'était la réaction qu'il fallait, c'était la réaction adaptée à la situation où un parlementaire de la CEDEAO et des citoyens togolais avaient le courage de se prononcer contre le coup d'État constitutionnel que nous avons connu cette année. Mais j'espère que par la suite, au vu des différentes réactions au Togo, dans la diaspora, en Afrique ou sur d'autres continents, au vu de toutes les réactions, j'espère que les commanditaires et les personnes qui avaient voulu soutenir un tel acte, j'espère que ces personnes ont vraiment compris qu'aujourd'hui, en 2024, il y a des choses qui ne peuvent plus se faire. Et que ces actes portent préjudice à l'image de notre pays. Je sais que généralement on parle de cette diplomatie agissante où le Togo est dans tous les... actif, hein. Oui, tout à fait. Le Togo est très actif dans sur tous les terrains pour la médiation. Oui. Alors quand vous avez un pays qui se veut médiateur mais qui se comporte ainsi, de façon aussi barbare, c'était de la barbarie, c'est de la sauvagerie. Je pense que quoi qu'on puisse dire, cela ne peut que desservir l'image de notre pays. Donc le 29 septembre, effectivement, nous étions invités en tant qu'acteurs de la société civile, et j'y étais avec certains collaborateurs, et nous étions présents lorsque
les débats ont démarré, les prises de parole, et c'est juste après une invitation à chanter l'hymne de notre pays que une première chaise est venue de l'arrière de la cour jusque sur le podium, et des gens ont commencé à vociférer, s'adressant certainement à M. Guy-Marius Sagna. Vous êtes Togolais, vous êtes Togolais, et lorsqu'on s'est tourné, c'est toute une horde d'agresseurs qui sont rués vers le podium et qui ont commencé à casser des chaises, à frapper, à balancer des chaises. C'était horrible, horrible. Qu'est-ce qu'on lui reproche en réalité? Il faudra peut-être poser la question aux agresseurs, mais lorsqu'ils ont passé leur temps à vociférer « vous êtes Togolais », et lui-même dans la conférence de presse qu'il a eu à faire par la suite, il a dit clairement qu'à chaque fois qu'on lui posait la question et qu'il répondait « oui, je suis Togolais », c'était un coup de poing ou un coup de pied qu'il recevait. Donc on lui reprochait peut-être le fait qu'en étant sénégalais, il vienne s'exprimer au nom des populations du Togo. Je pense que c'est quelque chose de totalement inacceptable. Ceux qui ont procédé à un tel acte n'ont peut-être pas compris que, en fait, en réalité, un parlementaire de la CEDEAO représente toutes les populations. Oui, c'est justement ça. Est-ce qu'il était dans le protocole comme ça Absolument. Qu'un parlementaire de la CEDEAO puisse s'adresser à tous les citoyens, à tous les peuples qui composent la CEDEAO? Absolument, absolument. Prenez le document qui... Bien sûr, sous autorisation, ou bien il est libre de le faire avec ou sans, ou pas autorisation? Autorisation de qui? Bon, en fait, oui. il faut prendre l'acte additionnel qui renforce les prérogatives du Parlement de la CEDEAO. Je pense que c'est un document qui date de 2016. Et quand vous voyez les différentes définitions, vous tombez sur la définition du député parlementaire de la CEDEAO, il y est dit clairement qu'il représente toutes les populations au sein de la communauté, au sein de cette communauté. Donc, je pense que nous, Togolais, nous sommes population de la CEDEAO. Donc, en tant que député parlementaire de la CEDEAO, il a le droit absolu de nous représenter, de nous rencontrer, de poser des questions et éventuellement de porter nos préoccupations à la CEDEAO. Et donc, ceux qui ont été mandatés... En dehors de nos élus qui sont dans la communauté... Et nos élus aussi, ils sont, et ils peuvent très bien porter la voix du Sénégal, la voix des populations de la Côte d'Ivoire, etc., etc. Ils y sont, non, quand M. Guy-Marius Sagna se retrouve au Parlement de la CEDEAO, il n'y est pas uniquement en tant que représentant des populations du Sénégal. Je pense que ceux qui ont procédé à cet acte, ils ne l'avaient peut-être pas su ou ils ont été manipulés, parce qu'il y a eu beaucoup de manipulations dans cette affaire. Et même après ce scandale, moi j'ai vu quelqu'un venir à la télévision pour dire que oui, le Parlement du Sénégal a été dissous, donc il n'est même plus parlementaire au Sénégal. C'est des mensonges. Comment peut-on servir des choses, comment peut-on accepter que des gens viennent comme des guignols annoncer des choses de ce genre à la télévision? Je pense que c'est inacceptable. Quand vous lisez justement l'acte additionnel qui renforce les prérogatives du Parlement, il y est dit clairement que même si il n'est plus député dans son pays, tant qu'on n'a pas procédé à son remplacement au niveau du Parlement de la CEDEAO, il demeure député de la CEDEAO. Mais il suffit de prendre les textes et de les lire plutôt que de venir raconter des mensonges aux populations. Il faut qu'on arrête ce genre de comportement. C'est cela. Et ça peut avoir des conséquences dans les relations entre le Togo et le Sénégal? Je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que... Il y a des réactions, hein? Ah oui. La CEDEAO même a réagi. Bien sûr, bien sûr. Du Parlement. Bien sûr. Déjà, le même soir, lorsque M. Guy-Marius Sagna a eu ses premiers soins à la clinique Baroué, je pense qu'on peut le dire, c'est là où il a été d'abord transporté, c'est là où nous l'avons pris en charge. Et quand il allait mieux, quand il a recouvré ses esprits, quand il a pu s'exprimer, on l'a mis dans une voiture, il a été transféré à la clinique Biassa, pour certaines raisons. Et là, l'ambassade du Sénégal a envoyé un chargé qui est venu, et lui, il n'a pas mâché ses mots. Il était en courroux. Il nous a dit qu'ils ont pris contact avec le gouvernement sénégalais et que le gouvernement sénégalais avait contacté un ministre, je suppose que c'est le ministre des Affaires étrangères, je suppose, je n'en suis pas certain, du gouvernement togolais. Et par la suite, bien sûr, d'accord, voilà, donc si ça le confirme, tant mieux. Mais par la suite, il y a eu effectivement ce communiqué du gouvernement sénégalais qui condamne. Et la nuit, déjà,
lorsque le chargé était là, on a compris que il n'avait pas du tout apprécié le fait qu'il n'y ait pas eu cette comment dire, un acte de la part, mais avant même de condamner, au moins de donner le sentiment qu'on compatisse. Voilà, voilà, de la part des autorités du Togo. Le député qui avait été frappé, bastonné, depuis quoi, 15 heures à peu près, jusqu'à 20h, 20h30, personne du gouvernement togolais, alors que ça avait fait le tour des réseaux sociaux. Aucune autorité togolaise n'avait fait le déplacement pour venir voir dans quel état il était, présenter au moins voilà, la compassion, même si elle n'était pas peut-être sincère, mais au moins présenter une compassion de la part des autorités togolaises et de la part de la nation togolaise. Mais les premiers mots que moi j'ai entendus par la suite, c'était d'abord, voilà, c'est passion et puis mauvaise foi, comme si il fallait d'abord justifier ou essayer de trouver des éléments qui justifient ce que ce monsieur avait subi. Ouf, ça fait quand même, ça gêne. En tant que Togolais, ça gêne. Et moi, je n'ai pas manqué, lorsque j'ai eu monsieur Guy-Marius Sagna au bout du fil, il était déjà rentré au Sénégal, je n'ai pas manqué de présenter mes excuses en tant que Togolais. Il m'a dit, mais pourquoi tu t'excuses? Et il a été même surpris lorsqu'il rentrait à l'aéroport. Tous les Togolais qu'il avait reconnus passaient leur temps à présenter des excuses, Et il a compris que, selon ces termes, il y a, comme il le dit lui-même, dans un pays comme le Togo, vous avez le Togo digne, c'est les citoyens, c'est ce peuple qui est accueillant, qui n'est pas versé dans cette barbarie. Il y a le Togo indigne, des gens qui n'ont... Bon, je préfère ne pas aller plus loin. Merci, professeur Dosser, pour vos explications. Nous sommes dans Rencontre-Échange, nouveau numéro. Nous parlons des faits marquants de ces dernières heures. Le professeur David Dosser est mon invité. C'est avec le faisons le tour de ces questions. Autre préoccupation, justement, parlons du Sénégal. Hein. Bon, vous en avez fait tout à l'heure. Le Parlement est dissous, les élections anticipées sont convoquées pour novembre prochain. Est-ce que le duo à la tête là, du Mofaï et Ousmane Sonko a la chance, n'est-ce pas, hein, de remporter la majorité au Parlement afin qu'ils puissent déployer tout le projet de société? Alors, quand vous discutez avec des gens proches du pouvoir, ils vous disent oui qu'ils vont surfer sur la vague de la victoire lors des élections présidentielles et qu'ils sont convaincus. La dynamique était restée la même parce que... Eux, ils pensent que la dynamique est restée la même et qu'ils ont toutes les chances de réussir. Mais en même temps, lorsque vous discutez avec d'autres qui sont plutôt de l'autre bord, ils disent qu'il y a eu quelques couacs qui font que ça peut peut-être faire en sorte que les choses s'équilibrent davantage. Donc, je ne sais pas. Est-ce que, puisqu'il n'y a pas de sondage pour permettre de se faire une idée... C'était pas déjà de match de tout, hein, entre Macky Sall et Sonko. On verra bien ce que ça va donner. Autre préoccupation, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a pris fin il y a quelques jours. Il était question de cette place de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité, avec probablement un droit de veto. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que citoyen du continent? Oui, depuis la création des Nations Unies jusqu'en cette année, il y a eu tellement de mouvements au niveau terrestre, au niveau du monde, que les choses ne peuvent pas rester figées. Il faut bien qu'il y ait une évolution. Les Nations Unies ont été créées par les puissances qui étaient les plus fortes à l'époque. Et c'est normal que ces puissances se soient taillées la part du lion. Mais le monde a évolué. Donc il faut certainement faire une place aux autres. Même les petites nations ont le droit d'avoir par moment leur mot. Et je pense que l'Afrique, c'est un grand continent, en dépit de toutes les difficultés que nous connaissons. Et l'Afrique a droit à avoir une place permanente au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, le droit de veto... Voilà. Là aussi, les avis sont partagés. Parce que certains demandent purement une suspension ou bien une suppression de ce fameux droit. Hein, pourquoi pas? Peut-être que ce serait le meilleur moyen pour qu'il y ait plus de justice en ce bas monde. Parce que quand on regarde ce qui se passe avec Israël, la bande de Gaza, Israël, le Liban, Israël qui bombarde même les forces des Nations Unies, on a le sentiment parfois que
je ne dis pas que ce que le Hamas a fait le 7 octobre de l'année dernière était une bonne chose, mais je ne sais pas si cette réponse est vraiment la réponse la mieux adaptée, oui. Parce que quand on voit tous ces enfants qui meurent, quand on voit toutes ces femmes, tous ces innocents, tous ces... C'est votre cœur de médecin qui parle. Hein? Ah ouais, là, ça fait mal au cœur, ça fait vraiment, vraiment mal au cœur. Bon, c'est une nation qui est très forte, je parle d'Israël, oui, qui en impose dans la région. Avec leurs alliés. Hein, avec leurs alliés américains, et peut-être que finalement, s'il n'y avait pas ce droit de veto, peut-être qu'il y aurait des résolutions plus fortes qui seraient passées, qui auraient peut-être permis d'infléchir certaines positions, mais le droit de veto fait que finalement, ces grandes puissances continuent de manœuvrer, de manipuler le monde, de tirer sur les ficelles. La solution, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut et le monde est devenu plus dangereux maintenant, oui, bien il y a sûr. plus de menaces. Bien sûr. On a l'impression que désormais, il va falloir qu'on s'habitue à vivre dans un monde où il y a moins de démocratie, dans un monde où il y a beaucoup plus de violence, dans un monde où il y aura la guerre. La Russie est en train de se battre contre l'Ukraine. L'Europe pensait que la guerre n'allait plus jamais survenir, bien sûr, survenir sur son continent, mais là on se rend compte que finalement, même les endroits qui pensaient être préservés des fléaux de la guerre, voyons ce qui se passe au Soudan également, où 2 généraux qui sont fous ont plongé, ils ont plongé un pays dans le chaos. Voilà ce que nous sommes en train de vivre sur cette terre. Je ne sais, la Libye. Je ne sais pas ce que ça annonce, mais j'espère que ceux qui ont le pouvoir de décider vont, peut-être qu'ils devraient tous être médecins justement, et ça leur permettrait d'être tellement plus humbles et de comprendre que parfois on se bat, on tue pour des choses qui ne méritent même pas qu'on s'y attarde. S'ils étaient médecins, peut-être qu'ils seraient plus enclins à sauver les vies plutôt qu'à détruire les vies. C'est cela. Bien, merci, professeur Dossey. Cette émission tire à sa fin. Une question un peu indiscrète. Est-ce que vous, professeur Dossey, vous ressemblez à Denis Mukwege au Congo? C'est-à-dire obtenir le prix Nobel? Pas forcément. Oui, bien sûr, sur le chemin, parce que c'est aussi un grand monsieur qui a fait. C'est un grand monsieur qui mérite le respect. Qui consacre sa vie entière. On l'appelle, n'est-ce pas, le réparateur des femmes, qui a pris un engagement résolu en ce sens. C'est un monsieur qui mérite le respect. Il vous inspire? Oui, il est médecin, je suis médecin. C'est sûr qu'il y a des choses dans sa vie qui m'inspirent fortement. Mais je pense que je n'arrive pas à la cheville de ce monsieur. C'est un monsieur d'un autre niveau. C'est trop d'humilité, oui, vous l'avez dit. Non, je reste conscient et je mesure ma force et ce que moi je fais, ce que je fais au Togo par rapport à ce monsieur. Donc, chapeau à monsieur Denis Mukwege. C'est ça. Un dernier mot? Un dernier mot, si vous le permettez, c'est encore d'inviter les Togolais à se tenir debout et à comprendre que on ne peut pas accepter qu'on nous impose une forfaiture basée sur le mensonge, sur des contre-vérités, sur l'usurpation, et il faut qu'on soit en mesure de continuer à dire non. Et je suis convaincu que si nous continuons à dire non, ce monde va nous entendre, et ceux qui veulent nous soutenir, comme M. Guy Marius Sagna l'a fait, vont véritablement nous soutenir de toutes les forces, et nous parviendrons à barrer la route à ceux qui empêchent l'éclosion de ce Togo que nous voulons tous, un Togo de paix, un Togo uni du nord au sud, où nous sommes véritablement des frères. Donc je les invite à venir au meeting de la société civile avec à sa tête Novation Internationale. Ce meeting se tiendra le dimanche 13 octobre à partir de 14 h derrière l'école primaire publique centrale d'Agoué. Et nous y serons en toute sécurité pour échanger et ensuite, ensemble, nous verrons quelle sera la prochaine étape. Merci. Merci, professeur Dossey. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous. Amis téléspectateurs, merci à vous d'avoir suivi ces échanges. C'est la fin de ce numéro de Rencontre et Échange. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de réflexions. Au revoir et à très bientôt. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact,
Écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.